beaucoup de vous être joints à nous pour ce webinaire sur la violence sexiste. Je vous remercie beaucoup d'être venus, vous ici, tous ceux qui vont parler. Je remercie aussi les interprètes qui vont nous aider. Je voudrais commencer aujourd'hui par vous dire que je suis au Canada, terre de tant de communautés autochtones, y compris les Inuits et les Métis. Je sais que vous êtes nombreux à être intéressés à ce sujet, naturellement, et nous allons vous laisser du temps pour poser des questions entre chacune des parties de ce webinaire. Et je vais commencer tout de suite parce que je voudrais que chacun puisse vraiment poser des questions. Il y a un an, nous commencions nos négociations pour la Convention 190 qui traite de la violence et du harcèlement sur le lieu de travail. C'était un très bon exercice que de mettre au point un tel instrument, mais il a fallu beaucoup de travail et beaucoup de consultations ainsi qu'un dialogue social poussé. Aujourd'hui, nous ressentons les effets du Covid et nous savons que le Covid a vu les femmes au premier plan de cette pandémie de toutes sortes de façons et le problème de la violence sexiste est là avec nous tous. Les femmes constituent 7% des soignantes qui sont actuellement au premier plan et elles sont aussi la majorité des travailleurs qui aujourd'hui sont essentiels, comme par exemple l'alimentation, les épiceries, les pharmacies, la poste, le nettoyage des lieux publics, les hôpitaux, la collecte des ordures, etc. Et même avant la crise, le rôle des femmes, c'était toujours un rôle peu payé, peu protégé, avec de mauvaises conditions de travail et pas de sécurité sanitaire, pas de protection sociale pour un très grand nombre d'entre elles. Or, les femmes, en très grande partie dans le monde, travaillent dans le secteur informel. Depuis le début, nous avons entendu, vu et ressenti l'impact des femmes autour du monde. Les travailleurs de premier plan qui ont été harcelés par les clients, par le public en général, les mauvaises conditions de travail, l'augmentation du nombre du travail non payé que nous faisons tous, les femmes qui vivent avec celui qui exerce la violence contre elles, les enfants qui vivent avec les exigences de leur famille, de leur père, de leur mère. Nous savons que la violence domestique a également beaucoup augmenté avec le Covid. Nous voyons beaucoup de violences, de harcèlement également à l'encontre de ceux qui travaillent dans le domaine de la santé, du social, de l'alimentation. Et nous avons entendu les personnes qui travaillent dans les secteurs parallèles qui ont vu leurs biens confisqués. Nous savons que les femmes qui restent à la maison ne sont pas du tout en sécurité, forcément. Celles qui ont perdu leur travail, celles qui sont mises au chômage, celles qui travaillent depuis chez elles, elles risquent de plus en plus la violence conjugale, car les mesures de confinement ont eu pour résultat des femmes confinées avec leurs partenaires violents. Cela a aussi signifié l'isolement, l'incertitude, le stress, la crainte de l'avenir. Tout cela est exacerbé et exacerbe les tensions dans les foyers, augmentant ainsi la probabilité de violence. Lors des négociations pour la Convention 190, nous avons mentionné tous ces sujets. Nous avons dit ce qu'il nous fallait pour protéger les femmes de ce harcèlement, pour que le monde soit débarrassé de ces phénomènes et de ces fléaux. Donc aujourd'hui, nous allons entendre parler des femmes
des femmes qui vont s'exprimer sur toutes sortes d'aspects de la violence sexiste. Et nous avons divisé en 3 parties. La manière dont les syndicats traitent les problèmes de violence et la manière dont la Convention pourrait aider à limiter ce type de violence, l'augmentation de la violence ensuite, en particulier de la violence conjugale comme résultat de COVID-19 et rôle des syndicats, souligner le besoin de répondre au COVID en incluant toujours l'aspect du genre et aussi pour le monde d'après. Voilà les 3 sujets. Nous allons entendre d'abord 2 orateurs et ensuite nous passerons aux questions et réponses. Notre première orateur est Irene Khumalo. Elle fait partie du Public Services International et elle est aussi la première vice-présidente au Swaziland du syndicat démocratique des infirmières. Irène a parlé il y a peu des problèmes de la femme, de la mère et de la soignante en temps de COVID-19. Elle va nous parler aussi du harcèlement contre le personnel de santé. Elle va nous parler de la violence, de l'augmentation de la violence sexiste contre les femmes dans les secteurs parallèles et la nécessité d'une éducation et d'une formation. Tout cela, vous le trouvez à l'article 8 de la Convention 190. Elle sera suivie de Julia Fox. Elle représente, Julia Fox, les travailleurs depuis bien longtemps et elle s'est toujours engagée dans les questions concernant les femmes et l'égalité de salaire et la lutte contre le harcèlement. Elle est secrétaire de la SDA, qui est l'association en Australie qui concerne les travailleurs de la distribution alimentaire et elle s'occupe également des femmes en Asie-Pacifique. Elle va nous parler de la violence des clients. Il y a d'ailleurs eu une longue discussion lors des négociations et j'espère qu'elle va nous parler aussi des directives multisectorielles pour traiter de tout ceci, puisque nous avons également parlé de la violence des parties tierces. Et je donne maintenant directement la parole à Irene. Une fois qu'elle aura fini, nous passerons immédiatement à Julia pour ensuite passer aux questions-réponses. Irene, vous avez la parole. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Irene Khumalo, présidente représentant toutes les femmes, y compris les femmes soignantes et également membre de PSI. Je suis infirmière de profession et je suis une infirmière aussi au cours de cette pandémie de COVID-19. Je me trouve donc entre la pandémie et le droit à la protection. Donc, je me trouve entre ces 2 phénomènes où vous devez exercer votre profession et en même temps, vous devez vous assurer que vos droits ne soient pas violés, vos droits en tant que soignante. Vous avez entendu que les 70% des soignants sont en fait des soignantes, des femmes. Et je suis tellement heureuse de prendre part à ce webinaire. En effet, il s'agit toujours de faire cesser la violence à l'égard des femmes, aussi maintenant pendant le COVID-19. La violence à l'égard des femmes sur le lieu de travail s'exerce sous forme de pression émotionnelle et psychologique, s'exerce par un environnement qui est mauvais pour les femmes, un environnement qui rend leur vie dangereuse. Or, si je travaille, comme l'a dit le directeur général de l'OIT, ont droit à être protégés dans leur travail. Voilà pourquoi nous avons lancé la campagne Sauver les travailleuses, sauver des vies. Nous sommes donc dans 120 pays. Dans 120 pays,
la situation est telle que les travailleurs et travailleuses de la santé ont été attaqués. Les travailleuses ont été attaquées par leurs collègues de l'administration et par les familles de leurs patients. C'est vraiment un coup de couteau dans la chair des soignants et des soignantes. Les vêtements protecteurs ont été tellement limités que parfois les soignants et les soignantes ont été obligés de travailler sans ces vêtements protecteurs, ce qui les a exposés au COVID-19. Et elles ont été forcées, par exemple, d'avoir recours à des sacs poubelles parce qu'il fallait cela et parce que tout le monde a le droit de travailler dans un environnement sûr. Les travailleurs et les travailleuses de la santé, lorsqu'elles travaillent sans protection, sont harcelées. Lorsqu'elles travaillent sans convention collective, elles sont harcelées. Elles sont intimidées. Elles sont vraiment maltraitées, qu'elles soient habillées ou non d'un uniforme de protection. Et c'est cela qui nous fait dire qu'il faut absolument que chacun et chacune puisse travailler dans un environnement où elle n'est pas harcelée. Ensuite, les soignantes sont sans cesse sous stress parce qu'il faut qu'elles s'occupent des personnes affectées et des personnes infectées. Et le stress est tel que les femmes deviennent un groupe à risque. Elles risquent même l'exploitation sexuelle sur leur lieu de travail. Disons, en échange d'un liquide désinfectant ou en échange d'un habit protecteur, on vous demande des faveurs sexuelles. Voilà. C'est un environnement très dur. Et on a constaté, même en Chine, que les soignantes travaillaient de très longues heures sans pause. Il fallait qu'elles mettent des pampers, des couches, parce qu'elles n'avaient pas le temps d'aller aux toilettes. On les obligeait à utiliser des contraceptifs pour qu'elles n'aient pas leurs règles et donc pour qu'elles aient davantage de temps à consacrer aux malades. Nous avons été donc extrêmement stressés sur le lieu de travail, ça c'est une chose. Et puis ensuite, les femmes rentrent chez elles et sont soumises à la violence de leur mari ou des membres de la famille. En fait, lorsque la femme rentre chez elle, on l'isole parce qu'on lui dit qu'elle est contagieuse et elle est donc encore plus stressée. Elle ne peut même pas contacter sa famille. On a constaté que, d'ailleurs en Italie et même dans mon pays, que la plupart de la violence sexiste est perpétrée sur le plan de l'émotion et de la psychologie, et aussi sur le plan de l'économie. Tout le monde est confiné. Personne ne peut sortir. Alors, d'une part, c'est positif d'être confiné parce que ça empêche la contamination, mais c'est aussi négatif parce que ceux et celles qui sont exposés à un mari violent sont obligés de vivre avec ce mari violent et donc ont plus de chances d'être soumises à sa violence. Les soignantes ont des maris qui parfois sont au chômage ou ont une diminution de salaire. Et ces femmes doivent continuer à s'occuper de ce mari qui est dans une situation précaire. Et s'il y a des abus sur le plan économique, s'il y a un déséquilibre financier au sein de la famille, c'est toujours la femme qui doit
subir le stress par les violences. Et vous devez donc faire face à ce problème et nombreuses, très nombreuses sont les femmes qui vivent cela. Et il faut vraiment penser à ces femmes qui ont continué à travailler tous les jours malgré le COVID-19. Les collectivités ont stigmatisé les soignantes. Elles ont dit qu'elles étaient porteuses de virus. Avant l'obligation de masque, si vous portiez un masque et vous rencontriez des gens, les gens vous disaient « Ah, voilà, elle a le COVID-19 parce qu'elle a un masque ». Parce que le public avait été très mal informé au début. Bon, aujourd'hui, apparemment, le public est mieux renseigné. Et apparemment, les soignantes sont toujours victimes de cyberattaques, d'attaques de la part de leur famille à cause de la mauvaise information qui a circulé. On les on les considère comme porteuses de la maladie. Et en tant que soignante dans la communauté, ces femmes doivent faire leur travail avec ou sans équipement de protection. Vous savez, les grands équipements complets sont généralement pour les médecins et les infirmières sont censées mettre simplement une petite protection et une blouse, etc. Et c'est cela qu'on considère comme protection. Or, vous devez souvent vous approcher des patients, vous devez les soigner et vous devez parfois soigner les patients uniquement avec un masque. Donc, c'est vraiment un gros problème. Les services de santé génésique sont toujours à disposition des patients, mais lorsqu'il y a des victimes dans les communautés à cause du confinement, les femmes ne peuvent pas se rendre dans ce centre de planning familial à cause des restrictions sur la mobilité. Tout à coup, ces femmes sont enceintes et elles constatent qu'elles ont peut-être une maladie sexuellement transmissible ou qu'elles sont contaminées. C'est un gros problème aussi parce que les femmes victimes passent énormément de temps avec le mari violent. Et c'est très difficile pour elles, pour toutes les femmes, pas seulement pour les infirmières. Il est difficile pour elles de prendre le téléphone pour essayer d'appeler la ligne d'urgence, la ligne gratuite d'urgence pour se plaindre ou pour demander de l'aide. C'est très, très, très difficile parce que si vous êtes là avec votre mari, vous ne pouvez pas téléphoner parce qu'il va entendre que vous téléphonez. Et en plus, il va dire, si tu sors, tu vas ramener le COVID à la maison. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à disposition. Pourtant, les lignes gratuites d'urgence sont à disposition, mais on ne peut pas les utiliser. Et c'est là que se trouve le problème émotionnel. Les jeunes femmes, les filles, les femmes en général sont soumises à des pressions émotionnelles considérables. Or, sur le plan judiciaire, ce harcèlement, cette pression émotionnelle n'est pas considérée comme délit. Donc, le mari violent, par exemple, n'est pas puni parce que cela n'existe pas dans les textes de loi. En Équateur, par exemple, il y a beaucoup de COVID et les femmes, il y a pas mal de femmes juges en Équateur. Et ce sont ces femmes juges qui se préoccupent du sort des femmes et qui font que les femmes ne sont pas laissées seules avec leurs problèmes. Et
elles font en sorte que les femmes victimes de violences ne soient plus exposées à la violence. Il y a des lieux spécifiques pour les femmes et les filles qui ont été victimes de violences afin qu'elles soient protégées. Donc, ça, c'est un cas en Équateur. Mais ce problème de la violence est un problème endémique et le COVID-19 est non seulement épidémique, mais endémique en fait, et crée des problèmes endémiques aussi. Quant à l'économie parallèle, ceux qui ont connu les actions policières et de démolition des structures où les femmes ont leur petit établi, par exemple, eh bien, celles-là, elles ont été vraiment des victimes. Elles ont été obligées de rentrer chez elles et dans leur famille sans que cette famille puisse bénéficier de quoi que ce soit, parce que souvent, c'est la femme qui gagne le pain quotidien de la famille. Que va-t-il alors se passer si le mari est au chômage ou si le mari a un salaire diminué? Là encore, la femme qui aura été chassée de son travail par la police va se retrouver dans une situation où elle sera face à un homme complètement frustré qui n'aura plus le revenu qui devait provenir de sa femme, et c'est un problème que connaissent énormément de femmes du secteur économique informel. Bien sûr, elles doivent aussi être protégées. Bien sûr, elles ont droit à un environnement sûr. Cela se trouve dans la Convention 190. La Convention, en effet, traite aussi bien de l'économie officielle que de l'économie officieuse. Toujours pour la Convention, les États qui ont signé cette Convention doivent s'assurer que la Convention soit ratifiée et que chaque individu ait droit à un environnement sûr, un environnement où il pourra être actif en toute sécurité. Et l'employeur et les syndicats doivent travailler ensemble. L'administration doit travailler main dans la main avec tout le monde afin que tous les programmes soient sensibilisés à la violence et au harcèlement vis-à-vis des femmes sur leur lieu de travail. En résumé, nous disons non à la violence sexiste, nous disons oui à tous les services publics qui travaillent en étant sensibilisés aux problèmes du genre. Et en tant que femmes, nous disons le COVID-19 est une épidémie, mais cela ne veut pas dire que les femmes doivent se voir enlever leurs droits. Merci beaucoup. Irene, merci beaucoup. Nous passons à Julia. Merci beaucoup, Marie. J'ai l'occasion maintenant de partager avec vous notre campagne contre la violence dans l'industrie de la vente en détail. Cela a commencé en 2016 lorsque nous avons fait une enquête auprès de nos membres. Nous voulions écouter leurs histoires et leurs histoires de violence des clients et de la violence en général. Nous avons recueilli environ 6000 réponses. L'un des grands résultats a été que presque un tiers avaient été victimes de violences au cours des 3 derniers mois. 25% avaient été victimes de violences, même chaque jour, quotidiennement. 15% avaient été victimes de violences physiques de la part des clients. 36% ont dit que les clients violents sont connus et que ce sont des récidivistes, et d'autres ont été soumises à des violences sexuelles. Plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs, sont victimes de violences de la part des clients. Le résultat de notre enquête nous a également montré que ces abus ne font pas assez
l'objet d'un rapport et que l'on considère généralement que le client est roi et que la violence va de soi finalement, que ça fait partie du boulot. Alors, nous avons essayé de changer les attitudes, de changer les comportements que connaissaient nos membres au travail et nous savions que ce serait une campagne à long terme. C'est une question tellement grave et qui ne va certainement pas changer du jour au lendemain. Le plan de notre campagne est un peu différent des autres. Nous nous sommes concentrés sur 3 domaines. D'abord, changer le comportement des clients. Donc, une campagne générale auprès du grand public. Nous avons fait des publicités à la télévision, des campagnes sur les médias sociaux, parce qu'il fallait que les clients sachent que c'était à eux de changer. Et puis, nous nous sommes engagés avec les employeurs de notre industrie. Ce n'est pas seulement une industrie, un magasin qui est concerné, c'est toute l'industrie qui est concernée. Donc, nous avons décidé de leur faire comprendre le niveau de la violence des clients, perpétrée par les clients dans notre industrie. Nous avons donc réuni nos employeurs avec des représentants du gouvernement et des représentants de notre campagne de travail sûr. Et nous avons organisé une table ronde de l'industrie. Nous avons partagé les résultats avec eux et nous avons surtout raconté les histoires que nous avions entendues. Dire qu'ils étaient choqués, c'est vraiment un euphémisme. Ils n'avaient aucune idée de la situation qui régnait sur le lieu de travail de nos collaborateurs. Nous avons eu 2 tables rondes et lors de la première table ronde, nous avons eu les employeurs engagés. Nous avons également eu une concentration sur le fait de faire rapport. Et la deuxième table ronde de l'industrie que nous avons eue était pour l'initiative des employeurs qui avait déjà été prise. Et ce que nous avons demandé aux employeurs, c'est de s'engager dans une déclaration de tolérance zéro pour notre industrie et pour une déclaration de zéro violence de la part des clients en disant que personne ne mérite d'être traité de la sorte. Et nous avons demandé aux employeurs de prendre cette initiative. Ils ont trouvé que c'était une bonne idée. Ensuite, nous nous sommes concentrés sur les attitudes des travailleurs sur le lieu de travail. Non, ce ne fait pas partie du travail quotidien. Il faut il faut raconter ce qui se passe, il faut faire un rapport et nous devions construire quelque chose et dire ce qu'il en était afin que nous puissions avoir une image complète de la question. Ensuite, nous nous sommes rendus dans les universités et nous avons fait une recherche pour évaluer quelles seraient les meilleures mesures et les meilleurs impacts. Nous sommes adressés une fois de plus aux employeurs et nous avons réfléchi ensemble aux démarches, aux méthodes qui pourraient être employées dans le secteur pour faire face à ce problème. Alors, il y a par exemple les badges des employés, il y a la formation, il y a façon de faire rapport d'une situation. En 2019, UNI a lancé une enquête sur le harcèlement sexuel dans notre secteur et nous avons veillé à introduire 2 questions concernant le harcèlement sexuel de la part des clients. 36% du harcèlement sexuel est perpétré par les clients et 40% correspondent à des récidives. Nous avons fait une enquête sur l'impact sur la santé mentale. 44% des personnes interrogées ont fait l'expérience, beaucoup ont fait l'expérience d'anxiété et 19% de dépression. De cette enquête, nous voyons que 40% des incidents ont eu au moins un témoin. Et donc, toute la question est là et de savoir comment nous encourageons les gens à prendre la parole. Malheureusement, lorsque l'on voit le nombre de rapports, eh bien, on se rend compte que uniquement 31% des personnes font état de ces situations.
Les conséquences de faire rapport sont très souvent la perte d'emploi, la perte de l'horaire, la perte de certaines dispositions. Or, nous savons que la question des rapports est très, très importante si l'on veut vraiment combattre le harcèlement. Maintenant que nous disposons de ces résultats de questionnaire, nous allons pouvoir faire campagne en insistant sur le harcèlement sexuel perpétré par les clients. Donc, il ne s'agira plus simplement du harcèlement sexuel, mais de celui perpétré par les clients. Nous espérons pouvoir organiser une autre table ronde dans le secteur consacrée à cette question, parce que c'est une question sectorielle. C'est au secteur de voir comment répondre. Et très brièvement, j'aimerais également en parler de l'impact de la COVID. Cela a entraîné une augmentation exponentielle des mauvais comportements de la part des clients. Il y a eu d'abord des paniques à l'achat, des queues incroyables, des retards, pour ne citer que ces incidents. Tout cela provoque beaucoup de frustration, d'anxiété, de peur dans l'acte d'achat et l'abus des consommateurs et la violence perpétrée par les consommateurs est réelle. Et c'est une fois de plus une question qui doit être prise en main par les syndicats. La sécurité et santé au travail, bien entendu, comme Irène l'a dit tout à l'heure, est une question qui doit nous intéresser. Le syndicat a mis en place un plan d'action en 10 points pour les supermarchés. Beaucoup de petits magasins de détail avaient fermé leurs portes, mais pas les grandes surfaces. Et nous voulions que les mesures de base, les mesures de santé soient bien respectées. Donc, nous avons créé ce plan comme ligne d'orientation qui indique bien ce qui doit être fait en termes de distanciation, de marquage au sol. Nous voulions également promouvoir les paiements par contact, la mise en place de plexiglas au- pour faire une sorte de barrière. Nous voulions également que les produits hygiénisants soient disponibles, euh, l'alcool soit disponible, que les EPI, les équipements de protection individuelle soient disponibles pour tous les employés. Il fallait vraiment également augmenter la présence des agents de sécurité. Nous voulions qu'il y ait vraiment une approche tolérance zéro à l'égard des violences perpétrées par les clients. Nous voulions que les employeurs fassent publiquement la promotion de cette campagne de lutte contre l'abus et le harcèlement de la part des consommateurs. Nous avons eu de très, très bons résultats à la fois au niveau du commerce de détail et des grandes surfaces. Et nous nous sommes ensuite attaqués aux centres commerciaux et aux fast-food parce que les centres commerciaux sont responsables de la mise en place de certaines mesures de sécurité. Dans ce plan de sécurité en 10 points, nous avons également insisté sur l'augmentation des mesures de sécurité et sur la tolérance zéro à l'égard des violences et harcèlements perpétués par les clients. Nous avons fait une publicité pour la télévision avec un message spécifique en temps de COVID. Et là aussi, les employeurs ont joué leur rôle. Nous essayons de modifier la législation par ailleurs. Dans certains États, par exemple, on peut subir les affres de la justice si l'on insulte quelqu'un ou si on lui crache dessus, mais pas dans tous les secteurs et en tout cas pas dans le secteur de la vente. Donc, nous avons essayé de modifier les choses et c'est une bonne chose que maintenant de nouvelles dispositions législatives soient prises. Nous avons essayé également de mettre en place des mesures de recours rapides en cas de harcèlement ou de violence de la part des clients. Mais pour ce faire, il faut faire de la formation.
Il a fallu donc mettre en place une signalétique spécifique et dans cette crise contre la COVID-19, c'est d'autant plus important. Nous avons créé des badges qui sont obligatoires et sur ces tags, sur ces étiquettes avec des noms, il y a également une phrase. Je suis également une mère, je suis une fille, je suis une femme ou l'épouse de quelqu'un, pour rendre les gens plus sensibles à l'aspect humain des vendeurs et des interlocuteurs auxquels ils s'adressent. Il est très important de continuer à travailler ensemble pour veiller à la bonne mise en œuvre de toutes ces mesures. Et puis, pour terminer, j'aimerais parler du travail développé par UNI. Comme vous le savez, UNI s'attaque aux violences sexistes depuis très, très longtemps. Mais dans le cadre de la COVID, nous avons vraiment vu les campagnes d'UNI contre le harcèlement à l'égard des femmes en temps de COVID. Nous savons très, très bien qu'il y a une très grande disproportion des effets de la COVID sur les hommes et les femmes. Les femmes sont sur la ligne de front. C'est elles qui assurent la plupart des soins. Et nous savons combien ces postes de travail étaient dévalués alors qu'ils sont très, très importants. Tout cela a entraîné des risques de violences domestiques, comme nous l'avons vu tout au long de la crise. Beaucoup reste à faire pour lutter contre cette fracture créée par la COVID en matière de violences sexuelles. Donc, il y a encore vraiment beaucoup à faire, mais nous devons, je crois, saisir toutes les occasions pour faire avancer la cause des femmes. Merci. Je vous remercie toutes les deux, Irène et Julia. Il y a beaucoup de questions qui arrivent déjà. Avant de passer à la présentation suivante, je vais essayer de vous soumettre deux questions. Alors, d'abord pour Irène. Pourriez-vous parler de la situation au Swaziland? C'est un pays qui est peut-être différent d'un point de vue culturel que d'autres pays. Nous souhaiterions savoir comment cela touche les femmes en période de COVID. Et deuxièmement, quels sont les types de violences perpétrées contre le personnel de la santé? Est-ce qu'il s'agit des mêmes types de violences ou de types de violences de nature différente? Le micro d'Irène n'est pas branché, les interprètes ne l'entendent pas. Irène, votre micro n'est pas branché. Ça va maintenant, vous m'entendez? Merci. La situation au Swaziland pour le personnel de santé, je vais essayer de vous donner un exemple. Dans l'unité dans laquelle je travaille, nous avons dû nous extraire de l'environnement de travail, c'est-à-dire nous avons dû tout simplement arrêter de travailler parce que nous n'avions pas de EPI. Et naturellement, cela nous a causé des problèmes avec l'administration. Les personnels de santé sont censés travailler en toutes circonstances. Mais dans ce cas de figure, comment continuer à travailler alors que l'équipement n'était pas adapté? Je parle bien ici d'équipement adapté. On nous dit si le masque est porté, c'est un élément de protection. Bon. Pendant le confinement, nous avons vu que de nombreux employés, personnels de santé dans les hôpitaux sont tombés malades de la COVID parce qu'ils ne disposaient pas d'équipements de protection suffisants. Sur une aile, par exemple, où il y a plus de 40 patients,
Il faut bien comprendre que la COVID ne va pas toucher tout le monde de la même façon. La COVID peut être très agressif sur une personne et moins sur l'autre, mais certains vont mettre très longtemps à se remettre sur pied. Tout dépend du type d'infection et des maladies déjà installées. Donc, la situation ici au Swaziland est la suivante. Les femmes dans les communautés ont peur de prendre la parole. Et donc, ça, c'est une difficulté qui perdure. Elles ont peur de se faire entendre. Elles ont peur de prendre la parole et donc préfèrent faire profil bas, rester aux côtés des maris violents, de ceux qui perpétuent les actes de violence, plutôt que de parler. C'est pourquoi les associations responsables de la lutte contre les violences domestiques ont créé un certain nombre de codes pour permettre à ces femmes de prendre la parole de façon discrète lorsqu'elles sont à la maison auprès de leur mari et qu'elles ont peur de les contacter. Eh bien, on essaie de trouver une façon de contourner les choses. Le problème, très souvent, pour ces femmes, c'est que leur mari les accuse de ramener la COVID à la maison lorsqu'elles sortent et certains maris leur interdisent de sortir. En ce qui concerne le type de violence perpétrée contre le professionnel de santé, c'est essentiellement de la violence émotionnelle. La peur, la peur en soi est une violence. L'anxiété, la pandémie est arrivée comme ça, d'un coup, boum, et tout à coup, la peur s'est répandue comme une poudre. Donc la peur, l'anxiété, la dépression. Il y a à peu près 285 cas et nous avons eu 3 décès. Donc ce n'est pas beaucoup. Mais nous voyons au quotidien l'augmentation du nombre de cas. La plupart sont en récupération, à peu près 160, et comme je l'ai dit, il y a eu 3 décès. Donc, les femmes ont peur la plupart du temps. Et quoi qu'il en soit, même une femme qui a peur ne prendra pas la parole si elle a son mari à côté d'elle, qui est violent. Julia, ah désolée, il y a eu un petit couac ici, je me suis trompée de bouton. Alors Julia, avez-vous des exemples à nous donner de l'utilisation de la Convention 186 et de la recommandation 190 et 206 dans la négociation avec les employeurs pendant la pandémie? Je ne sais pas si vous avez d'autres problèmes également. Sur le canal anglais, j'entends le japonais ou le coréen. Est-ce que je suis la seule ou d'autres ont le même problème? Julia, tu as entendu ma question? Oui, oui, j'ai entendu. J'attendais simplement de voir ce que j'entendais dans mes écouteurs. Alors, pour répondre à votre question, les employeurs prennent toute cette question de la violence et du harcèlement beaucoup plus au sérieux. La Convention 190 a joué un rôle considérable à cet égard. Cela a vraiment sensibilisé les employeurs à l'égard de leurs obligations et de la nécessité de prendre des mesures. Maintenant, dans la mise en œuvre, on peut dire que les choses n'existent pas encore. À ce stade, il est quand même
intéressant de savoir que ces questions vont être examinées par le gouvernement et que nous espérons que certains textes de loi soient ratifiés. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mesures concrètes mises en œuvre. Je voudrais simplement dire aux interprètes que le coréen sort sur le canal anglais et l'anglais sort sur le micro coréen. Est-ce que l'on peut vérifier? Nous avons peu de temps. Je voudrais remercier Irène et Julia pour pouvoir donner la parole aux autres. Si vous voyez le chat, beaucoup de liens ont été partagés concernant les questions de violence domestiques. Donc, vous pouvez consulter ces liens pour savoir ce que font les autres organisations. Je sais que dans beaucoup de pays, beaucoup de choses ont été faites. Il y a notamment des centres d'appel téléphoniques et il y a également des signes lorsque vous êtes dans un appel Zoom ou dans un appel téléphonique. Il y a des codes qui ont été mis en place pour que vous puissiez lancer une alerte. Alors, ce sont des choses qui peuvent être utilisées pendant la COVID, bien sûr, mais pourquoi pas après? C'est très, très important pour ceux qui cherchent des informations. Enfin, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui vous sont proposés. Je remercie infiniment Julia et Irène de leur présentation. S'il y a d'autres questions, nous pourrons revenir dessus à la fin. Alors, poursuivons. Nous avons maintenant Fish, coordinateur régional de la Fédération internationale des travailleurs domestiques de l'Asie-Pacifique. Elle syndicalise les travailleurs depuis 1999 et en 2001, elle a créé le syndicat de Hong Kong. C'est le premier syndicat chinois dans le secteur. Et en 2010, elle a créé la première fédération syndicale des travailleurs migrants et locaux. Nous savons tous que la situation des travailleurs domestiques est particulière. Ces femmes se trouvent loin de leur famille et de leur pays. Elles sont parfois coincées dans un pays étranger. Et face à la COVID, elles sont d'autant plus vulnérables. Il y a donc un risque supérieur de contracter le virus puisqu'elles sont enfermées avec certaines personnes sans avoir accès à des EPI. Beaucoup d'employés domestiques ont perdu leur emploi et se sont retrouvés sans moyen de subsistance, sans pouvoir rentrer chez elles. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer à ce webinaire très important. D'abord, je voudrais réitérer ce que dit la Convention 190, la façon dont la violence et le harcèlement dans le monde du travail sont décrits, à savoir que ce sont des comportements inacceptables. Qu'il s'agisse d'un comportement isolé ou récurrent, c'est inacceptable. Cela peut se traduire par des effets psychologiques, physiques, sociaux et autres. Et donc, on parle ici de violence physique et émotionnelle. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, beaucoup de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, qui s'occupent de la société, qui s'occupent des employeurs, des patients, font un travail considérable. Et pendant cette COVID-19, ces travailleurs ont un rôle très particulier. Avant la COVID, nous connaissions déjà des situations de violence. Avec la COVID, les choses ont augmenté et nous sommes absolument furieuses de voir que l'État autorise en quelque sorte les actes de violence perpétrés contre ces travailleuses domestiques. Alors que nous sommes en première ligne, nous luttons contre la COVID-19 et en plus, nous devons faire face à ces violences. Je vous dis cela parce que déjà, il s'agit d'emplois à salaire très bas et tout à coup, avec la COVID-19, ces femmes perdent leur emploi. Elles sont donc face à une violence économique.
pour les travailleuses domestiques et beaucoup de travailleuses de la santé, elles sont enfermées et avec le confinement, elles doivent vivre avec les familles et elles n'ont absolument pas la possibilité de rentrer chez elles, surtout lorsqu'il s'agit de travailleuses migrantes. Même lorsqu'elles vivent dans une situation de violence, même lorsque les employeurs sont abusifs. Cette violence, ce harcèlement ne peut pas être ignoré, on ne peut pas passer à côté. Donc, je crois vraiment que l'on doit s'interroger pourquoi les choses se passent-elles ainsi, que ce soit les droits, la liberté, le droit à la liberté, le droit à vivre sans violence, tout cela semble être remis en cause. Les travailleuses domestiques se trouvent surtout dans le secteur informel. La plupart sont déjà exclues du droit du travail. Il y a parfois des lois sur la violence au travail qui tiennent compte des travailleurs domestiques, mais pas toujours. Et donc, il y a des situations d'exploitation qui perdurent et qui sont un problème. Même lorsque l'on s'adresse parfois aux forces de l'ordre, ils ne s'occupent pas nécessairement de ces cas-là. Avec la COVID-19, la situation des travailleuses migrantes est particulièrement inquiétante. On est face à des situations de violence et d'exploitation réelles. Nous voyons des travailleuses domestiques qui ont été infectées par la COVID-19 par leurs employeurs qui se déplacent, mais on pointe du doigt la travailleuse domestique en disant que c'est elle qui contamine les autres parce que c'est elle qui sort faire les courses pour la famille. Donc, elles font les frais de comportements discriminatoires parce que ce sont des femmes, parce qu'elles viennent de pays plus pauvres. Et il est clair qu'elles pourront être infectées par la COVID-19 si elles veulent sortir pendant leur journée euh, de congé. Si l'employeur les oblige à aller au supermarché faire les courses, le risque est accru. Donc, les cas de violence sont graves lorsque l'on parle des travailleuses domestiques. Dans certains pays, comme la Malaisie, on utilise le taux de cas de maladie pour repousser dans l'ombre tous les travailleurs migrants. Ce sont des travailleuses qui sont déjà dans l'ombre et avec la COVID, elles se trouvent encore plus ignorées alors qu'elles font face à des situations de violence et de harcèlement. Et tous ces comportements ont un nom, COVID-19. Avec le confinement, comme j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, certaines ne sont pas nourries, elles sont dans des situations d'abus et elles ne peuvent pas demander d'aide. Si elles essayent d'échapper à leur employeur alors qu'elles sont migrantes, comment faire? S'il n'y a pas de vol pour rentrer chez elles, si elles sont en confinement, lorsque les consulats et les ambassades ne fonctionnent pas, comment peuvent-elles demander de l'aide? Il est clair qu'elles sont obligées de rester dans leur emploi et donc de taire face aux abus, face à l'exploitation, tout cela à cause de la COVID-19. Jusqu'à présent, le gouvernement continue de justifier cela, endorse finalement ces comportements et le public pointe du doigt les travailleuses migrantes en disant que ce sont elles qui entraînent la contagion.
Il y a des travailleurs ou des travailleuses illégales également. Et lorsqu'elles ont été arrêtées par les autorités, elles sont placées dans des centres de détention d'immigration. En général, ce sont des environnements extrêmement négatifs. Il est clair que dans ces centres, il n'y a pas d'équipement de protection. Et ce sont des centres où on ne sait jamais lorsque l'on pourra rentrer chez soi. Si la sentence est d'1 an, vous y restez 1 an. Si c'est 2 ans, vous y restez 2 ans. Mais dans ces centres, on ne sait en réalité jamais lorsque l'on pourra en sortir. Cela provoque beaucoup de troubles psychologiques et mentaux. Les syndicats, par le biais de leurs affiliés, ont essayé de répondre très rapidement à cette situation. Et s'il y a une leçon que je peux tirer, c'est que de nombreuses organisations de travailleuses domestiques sont très soudées, très organisées dans la communauté. Nous avons des leaders communautaires qui essayent de répondre aux besoins des travailleuses en termes d'argent et de nourriture. Et ce n'est pas tout. Les travailleuses domestiques, dans la plupart des cas, sont exclues des régimes de sécurité sociale. Les gouvernements essayent de donner de prévoir des mesures d'allègement des difficultés pour les travailleurs classiques, mais il n'y a rien pour les travailleurs informels, il n'y a rien pour les travailleurs domestiques. Donc, au nom de la COVID-19, il ne faudrait pas permettre que les actes de violence se perpétuent et que l'on repousse ces populations encore plus à l'ombre. Nous voulons que les gouvernements utilisent la Convention 190. Donc, il ne s'agit pas simplement d'une loi, c'est une convention qui doit être reprise dans toutes les lois, dans toutes les politiques, y compris les politiques de migration. Le gouvernement doit imposer une loi antidiscrimination parce que nous l'avons vu avec la COVID-19, il y a des discriminations accrues à l'égard de ces femmes de la part de toutes les institutions. Et enfin, il faut inclure les travailleuses informelles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Fish. Nous savons déjà que les travailleuses domestiques sont toujours au premier plan des situations difficiles. Dans un certain nombre de pays, on a essayé d'obtenir un statut pour toutes les travailleurs et travailleuses migrants et domestiques. Vous avez constaté sûrement que ces personnes payent certes leurs contributions, mais n'ont pas droit aux protections économiques qui ont été prévues dans les pays en période de COVID-19. Mais maintenant, plusieurs pays se mettent ensemble. Ce n'est pas donc simplement une organisation de travailleurs migrants au Canada, à Singapour ou aux États-Unis. Tout le monde se réunit pour dire exactement la même chose, qu'il faut un statut, qu'il faut des programmes COVID également mis à disposition des travailleuses domestiques et migrantes et des travailleurs et travailleuses migrants en général. Ils payent la sécurité sociale dans bien des pays et ils ne reçoivent rien. Donc, il faut continuer à faire des efforts considérables pour que les travailleurs domestiques soient inclus dans les programmes. Ils sont des travailleurs au même titre que tous les autres.
Il n'y a pas de questions. Fish, c'était superbe. Il n'y a pas de questions de la part des auditeurs et auditrices, mais il y a énormément de commentaires qui confirment tout ce que vous avez dit, Fish. L'une des questions qui a été posée, c'est est-ce que vous disposez de données sur les chiffres pour les pays où les travailleuses domestiques sont soumises à des conditions les plus difficiles en temps de COVID-19. Ensuite, avez-vous entendu parler de pays d'origine et de pays d'accueil où les migrantes doivent signer un accord en disant que le pays n'a pas de responsabilité pour son éventuelle maladie. Nous l'avons entendu pour les travailleuses agricoles et d'autres migrantes. Est-ce que vous avez des données à partager avec nous sur ce point? Non, pour le moment, nous n'avons pas de données complètes. Nous avons des affiliés qui font des recherches, effectivement, mais ces recherches n'ont pas encore donné leurs résultats définitifs. Mais par contre, nous avons entendu beaucoup d'histoires concernant la discrimination, une discrimination très grave. Par exemple, sur les plateformes et les médias sociaux, vous avez les problèmes du gouvernement, des travailleuses migrantes par rapport au gouvernement. Et à Singapour, il y a des problèmes de dortoirs. Les, les travailleuses sont renvoyées parce qu'on dit qu'elles amènent le COVID-19, ce qui n'est pas vrai du tout. À Hong Kong, il y a eu la pandémie dès la fin du mois de janvier. Le gouvernement à Hong Kong avait déjà fait une déclaration officielle qui demandait aux domestiques migrantes de rester chez eux et chez elles le dimanche, mais ne demandait pas aux employeurs de refaire un petit peu le programme de travail des travailleurs et travailleuses pour que celles-ci ne doivent pas sortir trop souvent. Simplement, l'employeur décide que la travailleuse, la domestique doit rester à la maison, c'est tout, et rien n'a été remanié du tout. Voilà donc pour ce qui est des histoires que nous avons entendues. Les affiliés à Hong Kong cherchent d'ailleurs à encourager les membres à se plaindre auprès des commissions de l'égalité des chances parce que c'est une vraie discrimination. Or, à Hong Kong, il existe une ordonnance sur la discrimination. Par exemple, si si un domestique si une domestique est sortie et a attrapé le COVID-19 et si on la licencie, c'est tout à fait contraire à la loi à Hong Kong. Mais Hong Kong est l'un des rares cas où il y a cette ordonnance sur la discrimination. Donc, nous espérons faire en sorte que cessent ces discriminations. Et une ordonnance ne suffit pas. Il faut que toutes les politiques sur la migration, sur le travail domestique, que toute la politique s'applique à définir les conditions selon la Convention 190, pardon, Convention 190 et également la Convention 189, naturellement. Oui, il est vrai que nous avons des campagnes qui réunissent les deux conventions, bien sûr, quant au sujet. Merci beaucoup, Fish. Merci pour toutes ces informations. Je suis sûre que les gens vont en vouloir davantage au fur et à mesure que les choses avancent et nous nous réjouissons d'ores et déjà d'entendre vos commentaires et les outils qui existent dans la Convention. Notre orateur suivant est Shira. Elle est vice-présidente de MSDKS Inde. Elle quitte actuellement l'étude sur la violence conjugale en Inde
Elle est également membre de la Fédération internationale des transports et organise actuellement une étude avec par rapport à la violence des hommes vis-à-vis des femmes et par rapport à la violence et aux survivantes. Sheila, je vais maintenant vous passer la parole et je suis sûre que nous allons écouter avec beaucoup d'attention et qu'il y aura beaucoup de questions à la fin. Nous savons que le problème de la violence domestique a été extrêmement aigu lors des négociations et nous réjouissons d'entendre ce qui se passe vraiment. Merci beaucoup. हमारा अनुभव बहुत ही अलग, अच्छा और चैलेंजिंग रहा। भारत में एक काम बहुत अच्छी तरह से हुआ है। पहली बार किसी सर्वे पर 16,000 महिलाओं ने L'enquête a été menée वायलेंस के बारे में जानकारी दी है। इन महिलाओं तक हम पहुंचे avec 16 000 femmes इस तरह का काम किया है कि डोमेस्टिक et nous avons réussi à obtenir beaucoup de données très intéressantes. Et c'est la première fois que mon syndicat faisait ce type d'études. Nous avons une loi qui s'appelle Loi sur la violence à l'égard des femmes. Les femmes doivent avoir un travail si elles veulent prendre part à cette étude. Et nous avons réussi à aller chez les femmes, chez elles, pour leur parler. Beaucoup de femmes ne disposaient pas de téléphone portable, de smartphone, et c'était dommage. Mais c'est pourquoi nous nous sommes rendus chez elles, car il fallait parler aux femmes dans l'agriculture, les femmes infirmières, les femmes qui travaillaient chez elles ou dans les foyers de quelqu'un. Nous voulions savoir quel était l'impact de la violence sur ces femmes. Et nous avons été très heureux d'expliquer comment se dessinaient les problèmes auxquels elles devaient faire face. Donc, nous nous sommes adressés à toutes les couches de la société. Nous avons aussi travaillé avec beaucoup d'alliances que nous avions formées avec des organisations communautaires. En effet, il y a beaucoup d'institutions qui nous ont aidés pour ce qui est de la violence domestique. Nous avions eu des relations avec les médias, la police, les étudiants, les conseillers et tous les domaines ont été très importants et nous ont beaucoup soutenus. Nous avons beaucoup reçu de soutien des militantes anti-violence domestique. Et nous avons réussi à apprendre beaucoup de choses sur la violence conjugale, par exemple, la violence dans la famille, la violence domestique. Alors, par exemple, nous avions quelqu'un dans le domaine des transports, son mari était violent et elle voulait se faire avorter. Son mari ne l'a pas autorisé à avorter. Et nous avons trouvé une connexion grâce à une alliance de femmes qui lui a permis de se faire avorter en toute sécurité. Il y a eu aussi pas mal de travailleuses sociales qui distribuaient du matériel pour réagir au Covid. Plusieurs femmes ont eu l'occasion de parler de la violence domestique et nous avons réussi, même pendant le confinement, à avoir un impact considérable. Et je dois dire que nous avons vraiment très bien travaillé. Merci. Merci beaucoup, Sheila. Il y a toutes sortes de questions et de commentaires concernant la question
de la violence domestique. All the questions are coming in quickly. Ah, les questions arrivent, une avalanche de questions qui nous arrivent en même temps. Donc, je sais que le problème de la violence domestique est une question qui était au premier plan, même au début de la pandémie et que c'est également pendant la pandémie. On a beaucoup parlé de l'importance d'informer parce qu'il y a des situations où les femmes sont confinées, elles ne peuvent pas aller où que ce soit. Elles n'obtiennent pas le soutien dont elles ont besoin. Donc, pour toute une série de pays, elles ont commencé à faire des annonces publiques à la télévision, à la radio, dans les médias sociaux pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe en matière de violence domestique. La violence qui commençait à augmenter. Ensuite, il y avait un outil en ligne. Un outil en ligne a été créé et nous espérions pouvoir ainsi parler à beaucoup de monde. Pour le moment, ça n'a pas marché, mais je voudrais que vous visitiez le site de la CSI. Visitez ce site de la CSI et voyez ce qu'ils ont à dire à propos de la violence et du harcèlement. International Federation of Journalists website, they have an online campaign that is dealing with Il y a d'autre part une campagne lancée par les journalistes. Il s'agit des femmes journalistes, notamment, et aussi du Congrès canadien qui a lancé une grande campagne de formation, l'Australie, l'Allemagne. Il y a beaucoup d'acteurs et d'affiliés qui travaillent dans ce sens et j'encourage tous ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire à considérer ces outils et ces ressources. Prenez le temps de les examiner. And you can speak on if there's something too that you wanted to raise that you weren't able to raise at that time. En fait, si vous avez une question que vous voulez poser maintenant ou que vous vouliez poser tout à l'heure, vous pouvez tout poser maintenant. Donc, est-ce que la violence sexuelle, viol, abus sexuels vis-à-vis des enfants, harcèlement, comment est-ce que cette violence sexuelle se manifeste vis-à-vis des filles, des femmes, en public, à la maison, en ligne? Et j'ai déjà un petit peu répondu en vous disant ce que l'on peut faire, mais est-ce que nous avons des abris, nous avons des abris qui sont insuffisants, nous n'avons pas assez de fonds, ça dure déjà depuis des dizaines d'années. Il n'y a pas de place pour les femmes qui sont soumises à la violence et au harcèlement. Nous demandons au gouvernement d'ouvrir des lieux de protection pour ces femmes dans tous ces programmes. Donc, je voudrais demander si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter sur ce qui se passe dans sa partie du monde ou dans son industrie ou dans son secteur lorsqu'il s'agit de lutter contre la violence conjugale pendant le confinement. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire à ce sujet? Il y a tant à faire et tant à dire sur la violence sexiste pendant la pandémie du Covid. Nous savons qu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Belgique, à Taïwan, en Mongolie ou en Canada, ils nous ont montré que la moitié des survivantes à la violence conjugale a également été l'objet d'abus au travail. Et un très grand nombre ont dit que la violence affecte leur vie quotidienne considérablement et qu'elles ne peuvent plus travailler convenablement lorsqu'elles sont soumises à la violence à la maison. Alors, on dit parfois que le lieu de travail est un espace qui doit être sûr pour tous les travailleurs et pour toutes les travailleuses. Il ne s'agit pas de mettre fin à la violence conjugale. Il s'agit de protéger toutes les personnes qui pourraient
qui sont victimes de violences et il s'agit de les encourager à s'exprimer. Et il faut les protéger et donc être sûr qu'elles bénéficient de protection. La Convention 190 et la recommandation 206 contiennent des libellés qui pourraient être très utiles pour ce qui est des négociations collectives et de la protection pendant le COVID. Est-ce qu'il y a eu quelque chose pour ce qui est de la négociation ou pour ce qui est de la négociation pour celles qui travaillent à la maison ou pour celles qui travaillent sur leur lieu de travail pendant le COVID? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être utile dans la période après COVID? Well, can I say something? Yes, can I say something? Irène? Oui, pour ce qui est de la négociation collective, cette négociation a été suspendue. Mais en tant que soignante, nous avons été impliqués dans une équipe de gestion de catastrophes et nous avons saisi cette occasion. Les techniciens qui sont testés ici au Swaziland ont dit qu'il n'y avait pas suffisamment de possibilités de tester et que ceux qui effectuaient les tests n'étaient pas payés et ceux qui étaient chargés de suivre la trace des contaminations ne sont pas payés non plus. Et on a également chez nous un problème d'assurance maladie. Il faut en effet que nous puissions bénéficier d'une compensation en cas de maladie. Les conditions de service ont été suspendues pour le moment. Or, nous avons indiqué que nous voulions retourner à la table des négociations pour négocier les problèmes d'assurance maladie et d'indemnisation parce qu'on n'a pas suffisamment d'outils. On n'a pas d'outils et on se fait contaminer quand on fait notre travail. Donc, c'est quelque chose qui doit être considéré de plus près et nous voulons absolument être indemnisés pour tout ce travail qui a été fait sans que nous soyons payés. Lorsque la pandémie sera terminée, lorsque le virus aura disparu, nous pourrions ainsi avoir un système qui serait déjà en place. Par exemple, une indemnisation pour risque encouru ou une assurance maladie. C'est cela que nous cherchons dans les négociations collectives. Merci. Merci, Irène. Alors, il y a une autre vidéo de Sheila. Je ne sais pas si vous l'avez. Nous allons essayer de l'entendre. घरगुती हिंसाचार और काम की जगह इसका बहुत अच्छा रिलेशन है। हमने जब ये सर्वे किया कई महिलाओं के साथ हम मिले तो कई सारी महिलाओं ने कहा कि हम ड्यूटी कर रहे हैं हम कुछ Il y a beaucoup de femmes pendant cette enquête बहुत अच्छी तरीके से हम qui ont dit फेस कर रहे हैं अगर हमको नौकरी qu'elles travaillaient. अगर काम की जगह पे नहीं होते हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होते तो पता नहीं आज हम कहाँ होते। Et nous devons par conséquent faire pression sur les employeurs pour obtenir que nos droits soient respectés. Si nous ne le faisons pas, nous ne pourrons jamais être protégés. Lorsqu'une femme est victime de violences dans la famille, ce n'est que dans le lieu où elle travaille qu'elle vit un peu plus paisiblement. Et cela, si la femme ne peut pas travailler,
La femme est étouffée, la femme ne peut pas parler et c'est généralement sur son lieu de travail qu'elle peut parler à ses collègues de son problème. Le fait de parler aux collègues leur permet de se libérer de leur fardeau et permet aussi de trouver pour ces femmes une protection. Ce n'est pas possible de faire cela à la maison, car le mari violent est là à la maison tout le temps et elle ne peut rien faire, la femme qui doit rester à la maison. इन्होंने तो ये कहा कि हमारे यहाँ पे दम घुटता है और जब हम काम की जगह पे जाते हैं तो हमको शांति मिलती है Donc, il y a un sentiment de sécurité sur le lieu de travail. Chez elles, ces femmes sont étouffées et dans leur travail, elles trouvent le courage de lutter contre la violence conjugale dont elles sont victimes. C'est là qu'elles sont respectées. Si vous considérez la Convention 190 et si vous considérez l'enquête qui a été faite, si vous écoutez les femmes raconter leurs expériences, l'importance du lieu de travail revêt tout son côté essentiel. Et c'est là que nous devons aussi entamer la lutte contre la violence conjugale. Thank Merci. you. So we know that the various things that we have to deal with during this pandemic are things that women have been dealing with for a very, Nous devons very long traiter time. We also know de façon that générale during the sont pandemic, là political will et and encore whatever plus else là was pendant working cette in the pandémie. background was able in some Pendant la places pandémie, to make nous sure avons that même women were été en getting mesure paid leave, d'assurer que women were certaines getting femmes puissent protective equipment, avoir un congé and payé, we were puissent getting obtenir un équipement de protection. the Et various social protections that nous avons we aussi didn't have considéré before, toutes les including protections sociales que nous n'avions pas avant. guaranteed incomes. Et nous avions So we aussi know that that le revenu the garanti. ability for governments to do that Donc, la is there. possibilité pour les They gouvernements need the political de will to travailler ensure that this ainsi actually happens. And if you're looking existe. at a gender Nous l'avons vu. Et si vous post-COVID considérez une réponse then all of those post-Covid things that we just talked sensibilisée about today par must rapport au be genre, eh included bien, in vous that. devez inclure And tous women must les be at sujets the table mentionnés when aujourd'hui. we're having those Absolument. discussions Et about what a aussi, absolument, les post-COVID femmes world doivent will se look trouver like. à la table des As we négociations keep parce que c'est talking about seulement in all ainsi of que nous these pourrons former le sessions, monde d'après. we can't Et c'est go ce que back nous to disons normal. lors de nos sessions. Nous ne Normal pouvons is pas not cutting it revenir anymore. à ce qu'on appelle We normal, know entre what guillemets. Non, governments are able normal to do now n'existera at plus. short notice, Maintenant, and nous we're going to savons continue to que les push for that. gouvernements We're peuvent going to débloquer continue des to fonds fight à to keep court all the terme, things that we vraiment du words jour au that we thought lendemain. as Alors nous workers that allons existed maintenant as lutter de workers toutes nos during forces COVID en to tant que keep that travailleurs et going forward. travailleuses pour que les choses puissent We need avancer to de cette ensure façon. that Nous devons we nous assurer continue de continuer to push for ratification of C-190. de We continue to pousser do la training ratification around de domestic la violence. Convention We continue to 190. Nous to devrons be continuer there à nous and engager contre understand la that violence our conjugale. frontline Nous workers devrons savoir are que les essential to travailleuses de everything that premier we plan do. And sont the majority of us essentielles are pour women. tout ce que We've nous been saying faisons. Je it dis loud, travailleuses parce que loud, nous loud sommes for une decades. énorme And now proportion de femmes. it's Nous n'avons cessé de something le that has clamer to be pendant des décennies. is over. Et We're aujourd'hui, demanding that these on things ne, happen on and ne these things demande plus happen timidement, now. on And if we exige. work together On exige from que les country choses se to fassent. Et country to si nous country, travaillons I think dans that chaque we pays, can tous force ensemble, some change nous that will pourrons be vraiment positive réussir and à will work for obtenir women. un changement qui I'm going to fonctionnera ask pour the les femmes. panelists if Et je vais any of maintenant you have demander any aux last membres du panel comments si that vous you want avez to encore make des derniers to commentaires your à audience. We ajouter have about pour 3 minutes l'audience. Nous left. avons encore 3 And minutes so the floor is yours. Just I can see et vous everybody avez has la put up parole. their hand. If you want to make a final comment, I will actually go to Et si Julia vous first and see if she wanted to say anything voulez else. faire un We'll go to Stephanie commentaire, je and back to donnerai d'abord la Annie. parole à Julia et ensuite à Thank you, Irène et Marie. I toutes just celles qui wanted voudront to faire un commentaire. emphasise your Julia, point about women at the table. It is merci beaucoup. Je absolutely voulais vital souligner that, ce que vous avez dit decisions au that are going to sujet be des made femmes qui doivent at, se trouver all levels autour of de la government table should des be at négociations. the table, at every table. And Dans that's whether it's toutes les about négociations, policy il decisions, faut des whether it's femmes about parce que personal c'est là decisions, que l'on va prendre des décisions de and politique générale, commitments that governments des make, but décisions also pour need to l'engagement make sure that gouvernemental et nous a devons être gender certains analysis que is les choses taken se place fassent vraiment. on the policies before those policies are put out
Et nous devons absolument être sûrs que les politiques soient suivies et nous assurer que l'impact soit positif sur le sort des femmes. Enfin, je ne saurais trop souligner l'importance de cela. Merci, Julia Fish. Est-ce que vous avez des commentaires à ajouter? Oui. D'abord, je voudrais parler du déséquilibre des pouvoirs. Pourquoi les femmes domestiques sont soumises au harcèlement et à la violence? Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment de pouvoir. Donc, nous devons continuer à nous organiser. En temps de difficulté, vous voyez que c'est tellement plus facile lorsque les gens s'entraident. Et nous devons donc faire en sorte que notre communauté, notre syndicat, nos membres, nos collègues se réunissent pour créer un vrai pouvoir de négociation. D'autre part, je voudrais revenir sur la discrimination. Ce n'est pas très facile à traiter. C'est quelque chose qui se trouve profondément ancré dans l'esprit des gens sur le plan religieux, culturel et sur le plan du genre. Et je demande donc vraiment aux autres syndicats, aux dirigeants, aux organisateurs de se consacrer à ce problème de la discrimination et de continuer à former nos membres, à aider nos membres et nos travailleurs afin qu'ils réfléchissent vraiment à l'existence de la discrimination et afin qu'ils créent un vrai mouvement fort contre la discrimination pour que la violence et le harcèlement cessent vis-à-vis des femmes, pour que les abus de pouvoir aussi, surtout pendant une pandémie, cessent. Merci beaucoup. Merci Fish. Sans aucun doute, l'antiracisme, l'anti-oppression doit faire partie intégrante du travail que nous effectuons. Irène? Merci beaucoup. Et je voudrais dire, même si c'est une catastrophe qui nous désorganise actuellement et qui désorganise toutes nos activités, je voudrais dire qu'il est important que nous agissions contre la violence conjugale, la violence à l'égard des femmes. Et il faut aussi que l'on puisse vraiment, en tant que syndicat, organiser une indemnisation appropriée pour les travailleurs qui sont au premier plan et pour que l'on puisse vraiment être en ligne avec l'occupation, avec la sécurité, au travail. Et nous voudrions que cela soit ratifié pour tous les pays et nous voudrions que des programmes et des politiques soient adoptés qui soient conformes à la Convention. Et nous voudrions aussi dire que les syndicats qui se fondent sur les dons, surtout, ont vraiment beaucoup de problèmes. Merci beaucoup, Irène. Merci. Sheila? Il nous reste 1 minute à peu près. Allez-y, Sheila. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Sheila ne se rend pas compte que nous l'entendons parfaitement et malheureusement, il nous reste peu de temps. Je voudrais remercier tout le monde et encourager tout le monde à utiliser la partie de la conversation, le chat. Il y a énormément d'informations. Cela vous permet de comprendre ce que les syndicats ici et là font de par le monde, de mieux comprendre toutes les mesures qui peuvent être prises dans le domaine de la violence domestique, violence sur le lieu du travail,
Et c'est très, très important que vous puissiez utiliser ces informations et les partager avec votre communauté parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce que nous faisons. Merci à tous d'être venus et je vous en conjure, s'il vous plaît, continuez à faire pression pour la ratification de la Convention 190 et de la recommandation 206. Vous pouvez consulter le site de l'UNI, le site de l'OIT et d'autres sites pour avoir d'autres informations sur la question du genre et de la COVID et sur l'impact de la COVID sur les femmes. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci aux interprètes et à la prochaine fois. Merci, au revoir.